Ça peut être intéressant comme complètement bullshit. Bonjour à tous. Sorry for English guy, my talk is in French. I can do that in English. Alors, mon sujet d'aujourd'hui, c'est donner le pouvoir de pile à votre équipe. Dans cette journée pleine de défis techniques autour d'Android, on va se poser un peu et parler un peu de méthodologie projet et de vie de projet, avec un retour d'expérience sur un projet Android. Alors d'abord, je vais me présenter. Je m'appelle Mathieu et mon métier, c'est développeur. Je suis développeur, mais je fais que du mobile, donc bien sûr de l'Android, mais aussi de l'iOS. Et même pire, du BlackBerry. Oh là là. Voilà. Mon poste, on l'écrit souvent par tech lead. Ça veut dire quoi? C'est que je vais dans des entreprises et j'aide les équipes à livrer mieux des produits, à coder de meilleure qualité, à coder plus vite et de manière plus sereine. Et je fais ça pour une boîte qui s'appelle Auto Technologies, qui est très sympa par ailleurs. Voilà. Aujourd'hui, je suis venu vous faire un retour d'expérience sur une mission qui m'a pris presque toute l'année dernière, qui est un grand projet Android en entreprise. Le but, c'était d'équiper des employés de l'entreprise de téléphones Android. Donc, on a déployé 7000 téléphones Android à jour et ils ont prévu d'en déployer beaucoup plus et que tous les employés aient un téléphone Android. Sur le plateau de projet, on a été jusqu'à 17 développeurs en pointe, donc c'est quand même quelque chose d'assez vaste. Et en un an, on a sorti 5 versions majeures de l'application. Donc un rythme quand même assez souple. Ce projet, malgré ses contraintes, on a décidé de le faire en agile. Alors, pourquoi on l'a fait en agile? Pour trois raisons principales. On avait besoin d'être sûr de répondre aux vrais besoins des utilisateurs. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est des rencontres directes avec les employés pour voir leurs besoins, pour tester avec eux et pour voir si l'application leur allait. On savait que les besoins allaient évoluer rapidement parce que d'une part, le SI évolue vite dans une entreprise et comme on fait le travail, on aide les gens à faire leur travail, on a besoin que ce soit efficace tout de suite. En plus, c'est des professionnels et donc si l'application ne marche plus, les gens ne peuvent pas bosser. Et ils se lèvent le matin, ils ne peuvent pas bosser et donc du coup, on est obligé d'avoir un haut niveau de qualité, une application qui ne bug pas, tout ça. Et pour faire ça, on a décidé de le faire en agile. Alors, par contre, on l'a fait en agile, mais on l'a fait en agile un peu à notre sauce. On n'a pas fait du Scrum, on n'a pas fait du Symfony. On a pris on a pioché dans ces boîtes à outils, on a fait du TDD, du pair programming, de la revue de code, du refactoring. Et on utilisait des rôles plutôt Scrum, des rituels Scrum, et on verra plus tard, on utilisait un Scrum Board. Dans ce projet, mon principal allié, la personne dont je suis venu vous parler, qui malheureusement pour des raisons administratives n'a pas pu venir aujourd'hui, c'est mon product owner. Mon product owner, mon PO, c'est un peu mon meilleur ami sur le projet. Pourquoi? Le product owner, c'est celui qui sait où on va. C'est celui qui a la vision du produit. Sa tâche principale, c'est de prioriser et reprioriser son backlog. Ça veut dire quoi, prioriser et reprioriser son backlog? Ça veut dire que s'il y a une fonctionnalité, c'est lui qui va me dire cette fonctionnalité est plus importante que celle-là, donc il va falloir la faire. Et s'il y a un imprévu sur le projet, si une donnée n'est plus accessible, si finalement on se rend compte qu'une des fonctionnalités n'est pas utilisée sur le terrain et qu'on a besoin de la revoir, c'est lui qui va dire ok, on met ça de côté et on va partir là-dessus. Et pour ça, il a besoin de connaître son client, c'est lui qui va voir les utilisateurs, c'est lui qui sait comment il travaille, et donc il a un lien important avec ça.
comme il a toutes ces informations, il va rédiger les specs. C'est dans une grosse entreprise. Dans une grosse entreprise, vous savez comment ça marche. Il y a une MOA, une MOE, des gens qui ne codent pas. Et ces gens-là, ils font des specs. Et en fait, le PO, dans son rôle central, il est capable de faire les specs avec eux. C'est la voix, c'est notre voix, c'est la voix des développeurs. Il va venir et il va porter leur voix et dire ça, en fait, l'équipe, je les connais, ça va être compliqué, on va le faire un peu plus tard. Par contre, c'est pas seulement notre ami, parce que c'est celui qui refuse les fonctionnalités. Il va tester et il dit non, là c'est pas vrai, là ça marche pas, ton truc, tu le reprends, c'est pas vrai. Et c'est une des parties les plus importantes de son rôle, parce qu'une fois qu'il c'est fait, c'est lui qui prend un peu la responsabilité de la chose, et c'est lui qui va porter, qui va porter cette fonctionnalité. Et le plus important dans ma liste de points, c'est assez long, c'est qu'il fait partie de l'équipe. Mon PO, il est à côté de moi, sur le bureau, il passe la journée avec nous, il travaille avec nous, et il fait vraiment partie de l'équipe. Tous les matins, on le voit en stand-up meeting, et il sait ce que chacun fait sur le projet, il participe. Le problème, là-dessus, c'est que même s'il fait partie de l'équipe, même s'il est là, même s'il nous fait confiance, même si on lui fait confiance, parfois, on en a un peu marre de lui. Est-ce que je pense que vous avez tous déjà entendu cette phrase, désolé de te déranger pour la deuxième fois ce matin, est-ce que tu peux me refaire un APK? Mais sur le serveur de dev, c'est plus simple. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas envie de faire. C'est pas mon métier de builder des APK pour quelqu'un. Moi, ce que j'aime faire, c'est coder, et donc du coup, on a mis en place des choses pour que j'ai plus à faire ça. Et que lui puisse faire son boulot qui est de tester les nouvelles fonctionnalités au jour le jour. Alors, tout de suite, ce que je vais vous présenter, techniquement, c'est pas compliqué. C'est juste un usage dont je vais vous parler. Par contre, pour utiliser ça, il y a quand même des prérequis. Déjà, il ne faut pas casser le master. Il faut être certain de vos commits, il faut que ça compile, il faut le tester vraiment sur des devices. C'est sûrement évident ce que je vais vous dire, mais c'est un prérequis important. Il faut faire des tests unitaires aussi, des tests automatiques. Nous, on a fait du robot électrique. On peut faire du test unitaire sur un émulateur aussi. Le besoin est le même. On a même essayé des tests d'interface. Je serais un peu plus mesuré là-dessus parce que maintenir des tests d'interface, c'est parfois plus long que de refaire ces tests à la main. Donc, au moins, on a essayé de le faire. On est sûr que ce qu'on livre, l'état de notre build sur notre serveur de versionning est au moins utilisable tout le temps. Il n'est peut-être pas livrable au client, mais il est utilisable. Ma solution, vous allez dire, il n'y a rien d'innovant, c'est monter une usine de développement. Une usine de développement, c'est quoi? C'est un Jenkins, une solution équivalente, qu'il y a sur tous les projets J2E, que comme entreprise on utilise souvent. Qui utilise Jenkins dans la salle? Ou un concurrent? Alors, j'ai deux bonnes nouvelles pour vous. La première, c'est que les gens qui connaissent Jenkins, je ne vais pas leur apprendre à utiliser Jenkins, ce n'est pas le but de la session. Et la deuxième, c'est que les gens qui ne connaissent pas, c'est super simple à installer, vous allez sur Google, installer un Jenkins, c'est vraiment simple. Pardon. En résumé, qu'est-ce que ça fait? C'est un outil qui va vous permettre de compiler en lançant une ligne de commande, soit à chaque commit, soit de manière décidée via une interface web. On a choisi sur ce projet d'utiliser du Ant plutôt que du Gradle ou du Maven. Vous pouvez oublier aussi. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, Gradle n'était pas encore, c'était il y a un peu plus d'un an, Gradle n'était pas encore mature. C'était pas assez fiable pour un projet. Gradle sur Android, je parle. Et en fait, vous allez voir plus tard qu'on avait des gros besoins de scripting. Et en fait, du script sous Maven, c'est plutôt compliqué. Donc on a décidé de le faire sur Ant. Mais tout ce que je vais vous dire est transposable bien sûr sur les deux autres technos. Mettre une intégration continue, ça n'a pas résolu mes problèmes. Et ce qui va résoudre mes problèmes, c'est que tout le monde utilise cette. Quand je dis tout le monde, c'est tout le monde. C'est mon product owner, c'est les designers, c'est les gens qui vont tester l'application. Tout le monde a accès à cette Jenkins. Attention, ma solution.
Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais je vais vous expliquer un peu tout ce qu'on a mis en place. Déjà, comment on l'a fait? C'est la seule partie technique de la thèse. Tout ce qu'on a fait, c'est on a créé un guide avec des paramètres. Il y a une case à cocher dans Jenkins, ce guide a des paramètres. Et vous pouvez rajouter ce que vous voulez comme paramètres, des booléens, des énums, des champs qui s'équilibrent. Et ensuite, c'est possible de reprendre ces valeurs et de les réinjecter dans un script, notamment dans un script prompt. Alors notre premier besoin, c'était de faire de la config. En fait, en entreprise, quand on développe une application, on ne tape pas sur un serveur. Il y a un serveur de dev, un serveur de prod, de pré-prod, de qualif. Il y a 4 instances sur chaque, on ne sait jamais sur lequel taper. Et en fait, le PO, quand il a besoin de tester, et en fait, la nouvelle fonctionnalité, il faut qu'il la teste en dev. Parce qu'elle n'existe pas encore sur le serveur de pré-prod. Mais l'ancienne fonctionnalité, il veut vérifier que ça marche encore avec la pré-prod. Donc il a besoin d'avoir toutes ces choses. Autre point, en entreprise, en fait, les gens qui vont utiliser l'application, il faut les former. Mais il faut les former sur des fausses données. Imaginez une banque, vous allez former des gens à ouvrir des PEL pour leurs clients sur votre application. S'ils ouvrent un PEL à des vrais clients, c'est pas gagné. Donc il faut un serveur qui puisse être utilisé en formation. Ma solution là-dessus, elle est super simple. On a fait un fichier de config qu'on a mis dans le réseau et qu'on génère par contre. On va charger ce fichier de config à chaque lancement et du coup on va avoir notre configuration directement dans l'application. Alors, à quoi ça ressemble? Ici, j'ai un paramètre qui me permet de choisir mon serveur. Et un paramètre qui me permet de choisir si on est en formation ou si on n'est pas en formation. Une fois qu'on a fait ça, le PO trouvait ça déjà pas mal, il pouvait télécharger son APK, mais qu'est-ce qu'il en faisait? Il le téléchargeait, il se l'envoyait par mail sur son device pour pouvoir l'installer. On s'est dit, il y a une action en trop là-dedans. Donc, on va l'envoyer par mail. Le but, c'est de simplifier la distribution, et là, c'est pareil. Techniquement, on prend un APK, on le met en pièce jointe, et il s'appelle là. Du coup, dans notre page, il y a un petit champ de destinataire APK, on peut mettre des emails séparés par des virgules, et si on n'en met pas, ça va construire normalement, et on pourra le télécharger sur son PC. Ensuite, on s'est dit, toutes ces informations, elles sont super bien, mais je voudrais bien pouvoir les changer à chaud. En fait, je fais une première connexion, j'ai envie de modifier au cours de l'application. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'au centre de l'application, on va faire un menu développeur. Je pense que c'est une bonne pratique sur tous les projets mobiles, en phase de dev, d'avoir ça. D'avoir un menu qui va permettre de changer de serveur, mais aussi de voir les logs applicatifs, de supprimer la base de données, de réinitialiser des sessions, des choses comme ça, de vider du cache réseau. C'est toujours pratique d'avoir ces données pour vos développements, plutôt que d'avoir à copier-coller des commentaires de bout de code à chaque fois. En fait, le bout de code, on le met dans ce menu et on est tranquille. On met une petite languette sur le côté, sur l'écran d'accueil de l'application, on a juste à cliquer sur la languette et le tour est joué. Et en fait, ce menu, on en a besoin, le PO en a besoin quand il fait ses tests, donc du coup, on ne peut pas le mettre sur un build config debug. Ça ne suffit pas parce que parfois il en a besoin. Donc si on fait ça, on a aussi mis dans le fichier de param, le fameux fichier de param qu'on a créé tout à l'heure, on a rajouté un nouveau paramètre qui est est-ce que je mets le menu debug. Le troisième besoin, c'est en fait, on a toujours besoin de ressortir une application, une vieille application à un autre instant. Dans le cycle de vie de l'application, d'abord on va la coder, on va la tester entre nous, on va la livrer à des métiers qui vont faire des recettes approfondies. Ensuite, la livre aux utilisateurs, il y a plusieurs types d'utilisateurs, des utilisateurs pilotes qui vont avoir les fonctionnalités en avant-première pour pouvoir faire des retours. Justement pour cette agilité, pour être capable de dire, en fait, la fonctionnalité qu'on a développée là, elle ne sert à rien, on va l'inventer. Et tout le monde. Et le PO,
quand il veut retester son truc, on lui dit ah, chez les utilisateurs pilotes, il y a ça qui ne marche plus. Et ben, il est bien content de pouvoir ressortir l'application et avec en plus, en changeant de serveur, parce que les instances ont changé entre temps, ce qu'on a fait, on s'est basé sur des tags SVN, on était sur SVN pour des raisons politiques internes, mais sur Git ça marche aussi. Et ce qui est bien dans Jenkins, c'est que ça existe déjà. Il y a juste à choisir le tag SVN et il va checker la bonne version du projet, recompiler la même version du code avec les paramètres dont on a besoin. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire avec ça? En fait, notre PO, grâce à ça, il est capable de builder son application tout seul quand il veut. Ça a quoi comme conséquence? Ça nous fait gagner du temps, à nous l'équipe de dev. Du coup, en fait, qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps qu'on gagne? Et bien en fait, on refactor notre code. On fait du code de meilleure qualité, parce que c'est ça qu'on aime faire en fait. On n'aime pas, plutôt que de faire nos builds, on préfère améliorer notre code, être sûr qu'il n'y a pas de bug et passer du temps là-dessus. On est aussi plus réactif, parce que du coup, plus réactif pour tester. Du coup, on va tester tout de suite nos fonctionnalités, et vous savez tous qu'une anomalie, plus vite elle est, plus tard elle est détectée, plus elle coûte. Plus vite elle est détectée, plus elle est simple à corriger. Et donc du coup, comme ça va être plus simple de corriger les anomalies, il va y en avoir moins, et on aura un produit de meilleure qualité. Tous ces paramètres, ça fait aussi gagner du temps au PO. Parce qu'il n'est pas obligé de jongler avec des comptes, des machins, il sait le faire lui-même, il est tout seul, donc lui il gagne du temps. Et quand il gagne du temps, il gagne du temps pour passer du temps avec l'équipe. Et en fait, du coup, il est plus disponible pour nous, il est là et il est capable de répondre à une question, de voir si on répond bien aux besoins, parce que parfois c'est pas simple, parfois le besoin métier, nous on ne comprend pas, parce qu'on ne fait pas le même métier que nos utilisateurs, donc on a besoin de quelqu'un qui nous explique. Et lui, il peut être là pour ça. Et enfin, on gagne de la réactivité par rapport aux gens qui vont tester. Par rapport au métier, on est capable de leur livrer plus fréquemment et surtout de tracer ce qu'on a livré. Et donc, du coup, en fait, ils sont contents et on a une meilleure relation avec eux, ils nous font plus confiance et on va pouvoir travailler plus efficacement. J'ai pris mes stats sur ce projet. On a fait 500 builds à peu près, 499 je crois, en un an. J'ai fait un calcul, si ça met 10 minutes à faire un build, j'ai bien un APK, en fait on a gagné 10 jours sur l'année. 10 jours 1 de build, de pure build, qui est une tâche complètement ingrate, on attend en fait. On a gagné 10 jours 1, et pendant 10 jours 1, on a pu coder, on a pu faire des trucs qui nous plaisent, on a pu s'éclater. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que d'avoir mis ça en place, ça a eu un impact sur notre façon de travailler, à tous les jours. Je vous parlais tout à l'heure de notre Scrum Board, c'est un Kanban, on travaille avec un Kanban. Alors, comment ça marche ce truc, à part décorer le mur? On a des post-it, et sur les post-it, on met des user stories. Une user story, qu'est-ce que c'est important pour la suite. Une user story, c'est une fonctionnalité utile à l'utilisateur final et testable surtout. C'est quelque chose de complet et quelque chose de testable. On ne va pas mettre là-dedans faire l'écran 4 sans les connexions. C'est pas testable ça. Faire l'écran, c'est pas testable. Ce qu'il faut, c'est faire telle action qui va servir à mon utilisateur. Et donc, du coup, tous les matins, on regarde les post-it qu'on a à faire, on les prend et on les déplace de colonne en colonne. Cette partie, c'est la mienne, c'est la partie de dev. Donc ici, là où il y en a beaucoup, c'est ce qu'il y a à faire. Ça doit être en début d'itération parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Ensuite, il y a ce qu'on est en train de faire. Et enfin, il y a une phase de peer review, de validation par les pairs, parce qu'on préfère se faire relire notre code par quelqu'un d'extérieur pour avoir de paires d'yeux valent mieux qu'une et pour être sûr de ce qu'on dit. Une fois qu'on a fait ça, arrive la colonne qui a été permis par ce que je viens de vous raconter, c'est la colonne validation par PO. En fait, le PO tous les matins, il voit, il y a un nouveau post-it, un nouveau truc qui est fini, ok, je le build tout de suite, je le teste, je te dis.
Et si c'est bon, on le valide et on est capable de livrer le lendemain à des utilisateurs finaux. Et donc du coup, comme il a pu valider, il a une vision très claire de là où on en est, de l'avancement, et du coup il est capable de dire attendez là, ce gros truc qu'on doit faire pendant 3 semaines, on n'y arrivera jamais en fait. Donc on va plutôt faire un petit truc qui a plus de valeur pour l'utilisateur. Bon, il y a certaines choses que le PO, ça l'intéresse pas. Le nouveau framework de log qui est vachement puissant, il ne va pas le tester. Donc on a quand même une colloque, on a quand même un bout de colloque pour nous, où c'est l'équipe qui va tester, parce que forcément il y a des traitements techniques. Et on est même allé plus loin, on avait des tâches graphiques. Il y avait un studio de créa qui travaillait avec nous, qui nous faisait des retouches sur les écrans. Et bah, dans ce cas-là, c'est eux directement qui venaient les tester et qui venaient voir, ah oui, c'est bien l'écran que je t'ai demandé. Surtout sur Android, parfois sur un petit device, ça ne rend pas comme sur la créa. Et bah là, ils avaient dans les mains. Ils étaient capables de dire, ok, cette créa, finalement, on va la resoliser plutôt comme ça me paraît bien. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Puisqu'on a un job de Jenkins qui nous permet de builder à peu près n'importe quand, pourquoi on ne pourrait pas le pousser directement aux utilisateurs? Dans une entreprise, on ne va pas déployer l'application sur le Play Store, on va avoir un store d'entreprise, et du coup, techniquement, c'est possible. Techniquement, on pourrait, d'un clic, envoyer l'APK directement aux utilisateurs. En fait, on ne le fait pas. On ne le fait pas, pourquoi? Parce qu'il y a un moment, on n'a quand même pas confiance. Et une livraison, même une livraison tous les 3 mois, une nouvelle version tous les 3 mois, on préfère quand même prendre l'APK finale, le tester sur nos vrais devices, voir si ça marche bien et passer du temps là-dessus. Il y a même des gens qui font plus. Ce qu'on appelle le continuous delivery. C'est quoi? C'est à chaque fois que vous faites un commit, le commit est directement envoyé en prod. Les utilisateurs ont directement l'application. Là aussi, techniquement, c'est possible. Il y a des gens qui le font. Facebook le fait sur son site web, GitHub le fait sur son site web. Par contre, des gens qui le font sur le mobile, j'en connais pas. Et pourquoi? Parce que c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a une action d'utilisateur en fait. Quand on est sur le mobile, même avec un store, on est obligé de cliquer sur mettre à jour. Et l'utilisateur qui a 5 mises à jour par jour de son application, à un moment, il va arrêter de les faire. Donc voilà, en plus, on est dans une grande entreprise. Et dans une grande entreprise, il y a une MOA, une MOE qui ont envie de tester, qui ont envie de faire leur boulot d'ailleurs, et qui ont besoin de valider tout ça. Et donc on a une phase de recette quand même avant de livrer notre application. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, ce qu'on a fait ici, techniquement, il n'y a rien de compliqué, et je pense que dans la plupart des entreprises, c'est possible de le faire. On était dans une grosse structure, dans quelque chose d'institutionnel, et pourtant, on y est presque au continuous delivery. C'est des pratiques qui ont l'air des pratiques de start-up américaines, mais même dans des grandes boîtes françaises, on peut faire ça. On peut amener de l'agilité dans la façon de travailler en permettant à tout le monde du projet de prendre la main sur le projet, de vraiment faire partie de l'équipe, de partager ce travail et finalement de travailler ensemble. Après, ça a été un peu plus court que prévu. Est-ce que, du coup, on va avoir plein de temps pour des questions. Est-ce que vous avez des questions? Oui. En fait, d'une question plutôt technique, concrètement, pour avoir le menu debug, c'est quoi? Vous avez une variable globale qui set underscore debug et puis c'est tout à l'heure. En fait, on arrête le temps. Comment ça se passe? C'est super simple. Le PO, il voit qu'il a un retour. Alors,
alors, si c'est une tâche à valider, il va le repasser en to-do parce qu'il va invalider la story. S'il a des nouveautés à faire, il va les faire rentrer par la droite. On a même une colonne, ici on a même une colonne en attente du PO. C'est qu'il sait qu'on va devoir le faire, mais il sait qu'il n'a pas toutes les informations, et que du coup nous on ne peut pas commencer à bosser. Et donc du coup, quand on a un retour, la tâche est de nouveau à faire. Normalement, le cycle normal, c'est que c'est validé. Hein. Ça doit être exceptionnel normalement. Voilà. Oui. Moi j'avais une question, c'était sur l'outil Appaloosa, vous le distribuez, mais c'est gratuit. C'est leur cloud. C'est leur cloud, il y a une version gratuite et une version payante. Le client lourd est dans la version payante, je crois. Okay. Voilà. Mais c'est dans le cloud, il y a une carte bleue et voilà. Okay, merci. Oui. Cette solution-là d'utiliser Jenkins a été utilisée seulement pour la plateforme Android ou vous l'avez utilisée pour les autres plateformes? Alors, on était dans le cadre d'un contexte purement Android. Tous les employés avec Android, on maîtrisait pas. On avait plus ou moins le même téléphone aussi. Il y avait 3 téléphones différents. Donc c'était plutôt pratique. Donc oui, on l'utilisait que pour Android. Mais si la question c'est est-ce qu'on peut l'utiliser pour autre chose, oui, on peut l'utiliser pour autre chose. On peut faire de l'intégration continue de la même façon avec iOS, avec Windows Phone. Pas sur la même machine du coup, parce que si on fait de l'iOS, il faut un Mac, s'il faut du Windows Phone, il faut un Windows, donc forcément il y a un problème, mais on peut faire avec des machines esclaves dans Jenkins qui permettent de mettre sur la même interface plusieurs machines qui vont compter. D'accord. Oui. Ça sera fait aujourd'hui ou particulier sur du Maven aussi? La question c'est si c'était à refaire aujourd'hui, est-ce que je partirais sur du Maven? Alors, je partirai pas sur du route, c'est sûr. Parce que du coup, c'est vraiment dur à maintenir. Et en plus, il n'y a pas de gestion de modules et gestion de dépendance. C'est quand même lourd de gérer ces dépendances à la main. Gradle, je n'ai pas encore d'avis parce que je ne l'ai pas encore utilisé professionnellement. Mais je pense qu'au moins, je testerai Gradle. L'intégration de Maven, notamment avec Eclipse et Android, est-ce qu'elle aide? On a toujours des problèmes, mais c'est quand même mieux que Nuance. Pour faire ce qu'on a fait là, notamment pour générer le fichier tout, avec du Maven, on va être obligé de développer un plugin en Java. Et je pense que c'est lourd pour ce que c'est. Avec du Gradle, on peut faire du script. Donc ça me paraît la meilleure solution, même si je ne l'ai pas testé. Oui. Est-ce que Robotium, vous l'utilisez vraiment? Ou est-ce que vous mettez à jour Alors, la question c'est est-ce qu'on utilisait vraiment Robotium? Robotium, on l'a utilisé et on l'a mal utilisé. En fait, on s'est retrouvé avec plus de 100 tests Robotium sur une application. Alors, Robotium, pour ceux qui ne savent pas, c'est que ça permet de faire des tests d'interface. Ça permet de dire cliquez ici, est-ce que j'ai bien ça dans le champ? Sans test Robotium, c'est pas maintenable. C'est clair, c'est pas maintenable, c'est pas possible, il ne faut pas faire ça. On aurait fait 5 ou 6 sur les fonctionnalités critiques, on aurait pu les maintenir, mais c'est pas ce qu'on a fait, donc on les a mis en place en version 3 de l'application, en version 4 on a essayé, en version 5 on a supprimé. Voilà. Donc aujourd'hui, votre équipe tout à On l'heure a des début par contre, on a des début robots électriques, donc du coup tout le code métier est testé. Par contre, oui, sur lui, on refait des tests à la main. Sachant que sur lui, c'est toujours. Ce qu'il faut voir, c'est le rapport temps investi sur le test et temps à tester. Sur un test unitaire, il est très clair le gain. Sur un test d'interface, il est moins clair. Oui. Il y a différentes variables donc en général, ce que j'ai compris. On peut dire si on est en formation ou non. Oui. Justement, lorsque la personne, le PO, génère le PIN, à chaque fois il testait derrière avant de le livrer au client. Pour vérifier que les variables étaient bonnes, bien c'était, que tout fonctionnait correctement. Ou oui. Une fois que le premier test est fait, vous lancez tout de suite. La question c'est si, comme il y a des variables à setter, avant de lancer au client, il faut qu'on tester tout ça. En fait, on a 2 jobs. On a un job configurable, un job pas configurable. Un job pas configurable avec les données de prod. Et donc, du coup, il y a juste à cliquer dessus et ça fonctionne. Ok. Oui.
cas de problème en production, vous avez des outils pour récupérer les données, la base de données des outils, en fait, on va sur le terrain. Comme on est en entreprise, on est capable au moins d'envoyer quelqu'un sur le terrain, même si c'est pas en Ile-de-France. Et du coup, quand on est capable de réactiver le menu via un push, la personne est capable de sortir, d'extraire la base de données sur la SD card, de voir les logs en live et de supprimer les données corrompues potentielles qu'il y a dans l'application. Oui. En tant qu'affaire, c'est une question un peu annexe, mais l'intérêt de robots électriques pour les tests unitaires par rapport aux tests unitaires qu'on peut trouver dans le framework Android. La question, c'est l'intérêt de robots électriques sur les tests unitaires, c'est une question de temps d'exécution des tests. Nos robots électriques, ils sont exécutés dans la JVM, et ils vont beaucoup plus vite. Il y a un gros défaut, par contre, en contrepartie, c'est qu'il faut bloquer toutes les fonctionnalités d'Android qui n'existent pas. Mais du coup, en utilisant un framework de mock comme EasyMock ou Mockito, ça se fait très bien. C'est une discipline de code à avoir dans ces tests, mais ça permet vraiment d'exécuter. On peut passer 200 tests en une seconde, ce qui est vraiment impossible sur un emulate. Même en Axe, même avec Intel, c'est vraiment pas possible. Oui. 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 Du coup, je voulais savoir, au niveau de la relecture de code, ce qui est mis en place, les personnes qui prenaient les codes et les relisent, il y avait des outils qui s'occupaient déjà. La question, c'est au niveau de la relecture de code. La relecture de code, on l'a fait sur des diffs de version. Et avec la personne, l'idée de la relecture de code, c'est vraiment une relecture de code de clarté du code et de convention sur le code, plus que fonctionnel. Le test fonctionnel, il n'est pas aussi, mais il sera fait plus tard. L'idée, c'est de s'assurer que tout le monde est capable d'intervenir sur toutes les parties du code, que toute l'équipe soit opérationnelle sur tout le code, et notamment ça permet de faire monter en compétence des nouveaux menus très rapidement. Quand on parle de peer review, c'est pas forcément quelqu'un qui est là depuis longtemps sur le projet, qui est plus senior, qui va revoir et vérifier le travail d'un débutant. C'est pas du tout ça l'objectif. C'est vraiment juste avoir un regard extérieur et partager sur ce qu'on a fait. Et typiquement, un débutant peut revoir le code de quelqu'un qui est là depuis un an sur le projet et qui a beaucoup d'expérience. Le seul truc à ne pas faire, c'est mettre deux débutants ensemble. Ça va pas forcément marcher, mais sinon l'idée c'est vraiment. En fait, moi personnellement, j'aurais peur de livrer quelque chose que personne n'aime. Parce que personne n'est infaillible. Parfois on fait des choses qu'il ne faut pas faire, on fait des choses qu'il ne faut pas. Et juste le fait de le redire, ça permet de déceler ça. Vous avez automatisé avec Lint par exemple, des outils comme Lint, Checkstyle pour voir. Oui, mais c'est pas à ce niveau-là en fait. Jenkins, il passe des tests unitaires, mais c'est même sur attention. Ça, dans le reste de l'application, on le fait comme ça, et il y a une raison, donc il faudrait qu'il fasse pareil. C'est plus ça le. D'accord. Oui. Est-ce que vous pratiquez le tiers programming? Oui. Oui, on pratique le tiers programming. Voilà. Donc la question c'est est-ce qu'on pratique le tiers programming? L'idée c'est de se mettre à deux derrière un clavier avec une personne qui écrit et une personne qui parle avec lui. L'idée c'est de beaucoup parler. La meilleure façon de le faire c'est de se faire avec un chronomètre et de changer toutes les 20 minutes à peu près. Donc oui, on fait ça pour partager, et notamment sur des fonctionnalités les plus complexes, ou en tout cas qui touchent les plus transverses et qui risquent d'avoir un impact sur l'application. On va mettre deux personnes pour être sûr
pour être sûr que ça avance. C'est pas systématisé. C'est pas systématisé. C'est juste sur les stories, on sait à qui. Il y a plusieurs donc, à intervenir sur l'application. Comment vous êtes répartis le travail? C'est par une technique, mais par fonctionnalité En fait, la question c'est quand vous étiez plusieurs à intervenir, comment vous êtes. J'évoquais le chiffre de 17 personnes. 17 personnes, c'était sur l'ensemble du plateau et sur plusieurs applications. Dans l'équipe, sur une application, on était moins. On se répartit par fonctionnalité et par user story. En fait. C'est une personne en charge de user story et va faire la user story de bout en bout. Et du coup, va avoir toutes les informations pour qu'est-ce que ça doit faire, comment le faire, est-ce que ça répond aux besoins, et justement garantir qu'à la fin, ça soit vraiment utilisable. Quand vous faites du peer programming, est-ce que vous faites quand même une étape de relecture après? Non. Quand on fait du peer programming, c'est pas la peine de faire une étape de relecture à la base. Sinon, on commence à vraiment perdre du temps. Et je pense que les personnes qui payent le projet vont pas être d'accord. Comment vous gérez les conflits entre les programmeurs, entre le code qu'ils réalisaient au sein de l'application du groupe? Parce qu'ils développaient tous en même temps une fonctionnalité différente et du coup, derrière, au niveau du SVN, etc. Il y avait des conflits peut-être. La question c'est comment on gère les conflits sur le version du. SVN c'est fait pour ça et on gère les conflits quoi. S'il y a un vrai problème, on va voir la personne, mais SVN c'est fait pour ça. Git ça le fait un peu mieux, mais ça le fait aussi. D'accord. À propos des commits qui peuvent parfois faire tomber les lignes, enfin casser les lignes, vous avez pensé à mettre des hooks pour éviter pour faire passer les tests unitaires par exemple, avant de pouvoir implémenter En fait, la question c'est est-ce qu'on passe les tests unitaires avant de commiter. On a aujourd'hui, je vous ai parlé de notre build configurable, qui est celui-ci. Notre build configurable. En fait, c'est pas le seul build qu'on a. On a un build qui est lancé automatiquement à chaque commit et toute l'équipe est notifiée dès qu'il y a un problème. Donc ça suffit à le faire. C'est possible de le faire en pré, notamment avec Git, avant de faire un push de passer les tests. Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour la productivité des équipes. Je pense qu'il vaut mieux décaler un peu, même si l'idée c'est que si on reçoit un mail, la personne qui est cassée va corriger, ça va tout arrêter pour faire ça. Mais le fait de le repasser à chaque fois, c'est lourd et c'est pour ça justement qu'on dépend pour une intégration continue. Oui. Est-ce que vous essayez de garder les applications Android et iOS similaires? Dans le cas présent, on fait que des applications Android, donc on n'avait pas de problème. Merci beaucoup. Du coup, je vais faire une communication. Pour la petite histoire, ma présentation n'était pas vraiment bon timing parce que j'avais prévu de la faire avec quelqu'un d'autre qui n'a pas pu venir. Et du coup j'ai dû commencer ça en une personne. C'était mon PO qui était censé venir. Et du coup, on va lire la réponse. merci beaucoup.